C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de numérique, on parle de mutation, on parle de transhumanisme, on parle d'homme augmenté, on parle de numérique cognitif, etc. Pour ma part, le discours que je tiens à faire aujourd'hui, c'est un discours d'humanité. Et je pense que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, l'humanité est une dimension essentielle. Dans le monde perturbé, malade, fatigué, brutalisé, l'humain est essentiel. Et donc, mon discours, c'est mettre quelque chose d'important, c'est de l'humain, plus d'humain et moins de transhumain, moins d'humain numérique. Parce que quoi qu'on en fasse, quelles que soient les technologies qu'on va utiliser, si on ne se pose pas la question de l'humain, on va passer à côté de la cité. C'est un peu ce qui a été dit dans les discours tout à l'heure, dans le petit affaire. Et donc, le grand constat que je vais vous faire, c'est le suivant. Il y a quand même trois constats dans le monde actuel. Le premier constat, c'est est-ce que les concepts que l'on utilise aujourd'hui sont-ils encore opérants? Je prends un exemple. Regardez cette salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde connecté qui est le nôtre, dans le monde où nous envisageons des modes différents de participation, dans le monde où nous envisageons de collaborer, est-ce que moi tout seul sur mon estrade et vous tous ensemble, séparés par un fossé, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut encore envisager? Et finalement, est-ce que les mots que nous utilisons sont adaptés aux mutations qui viennent avec ce 21e siècle? Les mots qui décrivent l'éducation, les mots qui décrivent la politique, les mots qui décrivent les grands concepts qui régissent nos sociétés, sont-ils encore adaptés au regard du monde qui se présente, au regard de la jeunesse qui se présente, au regard des enjeux qui se présentent dans ce 21e siècle qui est à la fois technologique, mais écologique, qui se veut démocratique et qui se veut accueillant pour l'ensemble des populations. Donc ça, c'est une première chose. Le premier constat, c'est sommes-nous prêts mentalement et au niveau des concepts qu'on manipule à être et à affronter et à construire le 21e siècle. Le deuxième constat, c'est qu'on est dans un monde en mutation. Évidemment, nous sommes en mutation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que le numérique devient périphérique. Le numérique est notre vie. Pour moi, ce n'est plus un problème. Maintenant, nous baignons dans un monde où les trois voire quatre dimensions qui le constituent s'en rajoute une cinquième, qui est la dimension du numérique. On sait que, finalement, on va peut-être avoir, alors il y a des estimations hautes, le monde est aujourd'hui passé de quelque chose qui était polycentré à une toile, qui est un petit peu représentée comme celle-ci, qui est du Larsen. Enfin, mon projet de retour. Et donc, on peut considérer qu'il peut y avoir 80 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Donc, encore une fois, cette mutation, ce changement, cette monde en mutation, ne peut pas se penser en ignorant ça. Donc, en ignorant la robotisation d'un certain nombre d'activités, en ignorant l'arrivée d'un certain nombre de dispositifs qui sont plus ou moins intelligents, et surtout en ignorant cette machine de transformation numérique qui va interagir et agir sur toutes les dimensions de nos vies, qui soient à la fois dans nos vies professionnelles et dans nos vies personnelles. Le troisième constat, c'est le constat de la dimension numérique et qui, elle, est essentielle. Essentielle parce que, quelque part, nous qui enseignons, nous qui sommes des enseignants, des pédagogues, des techniciens, des chercheurs, des étudiants, la dimension numérique, elle est dans nos vies. Elle a changé nos façons de collaborer, elle a changé notre rapport à l'espace. On est ubiquitaire. Je suis aujourd'hui connecté avec des gens qui sont partout dans le monde, ce qui n'aurait pas été le cas il y a une vingtaine d'années. Je peux être mobile, je peux consulter mes ressources en étant n'importe où, dans le bus, au cinéma, dans une cafétéria. Donc tout ça ne peut pas être ignoré. Et donc quand on envisage l'éducation et la mutation pédagogique, finalement, pourquoi obliger l'étudiant à être dans une salle, assis dans une salle inconfortable, alors qu'il pourrait finalement travailler dans un endroit où sa vie se déroulerait dans des conditions qui lui conviennent, une notion de bien-être, une notion d'accepter finalement cette dimension-là. Et donc en fait le numérique va appuyer sur cette dimension du distribué, je suis moi distribué en étant partout, du capacitant, étant donné que je dispose aujourd'hui des outils qui me permettent de communiquer, d'échanger, de produire, de déployer, de diffuser, des outils qui il y a quelques années n'étaient que l'affaire de professionnels sont aujourd'hui dans ma poche. On sait que dans nos poches on a des téléphones qui ont une puissance de calcul qui est bien supérieure à tous les gros ordinateurs qui ont roulé les gens sur la Lune par exemple. Alors certains d'entre vous l'utilisent pour faire des jeux style Candy Crush. Bon, on peut se poser la question du gâchis d'intelligence que ça représente, mais le problème est celui-ci. Et enfin le collaboratif. Nous pouvons collaborer comme nous n'avons jamais pu collaborer aujourd'hui. C'est-à-dire que moi qui suis à Nancy, en France, je travaille avec des gens qui sont en Tunisie, en particulier, avec des gens qui sont de l'autre côté du monde, et de manière instantanée, et de façon positive et constructive.
En second, ce numérique nous ouvre et nous pose la question d'un certain nombre de droits, d'autres droits qui sont générés. Aujourd'hui, dans le numérique, on pose la question de la surveillance, on pose la question des big data. Et ça, encore une fois, en tant que pédagogue, étudiant, chercheur, on ne peut pas non plus ignorer ces aspects-là. Et je vais prendre pour mémoire. Ils ont été formalisés par une philosophe qui s'appelle Antoinette Rouvois, qui est une philosophe belge. Et donc on parle aussi de droit à l'oubli. Alors ça, c'est une question intéressante dans nos sociétés, et en particulier dans l'université, où on parle aussi de mémoire. Que devient une société qui revendique un droit à l'oubli alors qu'il y a quelques années ou quelques temps, on revendiquait un droit à la mémoire. Donc, quelque chose qui est un petit peu, qui semble paradoxal, mais qui est nécessaire à envisager. Le droit à la désobéissance, enfin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas comment ça fonctionne dans les universités au Maroc, mais s'inscrire dans une université en France ne peut pas se faire autrement qu'en numérique, ou très difficilement. Donc je ne peux pas désobéir aux outils qu'on m'impose pour interagir avec le monde. Donc je dois aussi, malgré cette omniprésence du numérique, je devrais pouvoir aussi m'en extraire selon un choix qui devient le mien. Et enfin, le droit à se rendre compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait de moi? Vous êtes tous, beaucoup d'entre vous êtes sur Facebook, sur des réseaux sociaux. Est-ce que vous maîtrisez toujours ce qui se passe des données que vous venez de publier? Non. C'est le même cas pour les données personnelles qui interviennent dans nos administrations. Est-ce que l'on sait ce que l'on fait de nos données qui sont déposées sur tous ces systèmes-là? Pas forcément. Et enfin, est-ce que nous savons ce que font Google, Facebook, de toutes les données que nous laissons à droite et à gauche? Et qu'est-ce que nous en faisons? Donc on a quand même à se prendre conscience de ces aspects-là. Et donc c'est dans les constats qui sont les nôtres, il faut prendre en compte toutes ces dimensions-là. Et ça va nous amener à quoi? Eh bien, à partir de là, soit on en reste là et on va faire au mieux avec les moyens qui sont les nôtres. Et je pense qu'il y a une vraie, aujourd'hui, opportunité sur laquelle il faut insister, c'est cette notion que je vais illustrer par une citation d'un moine zen. Alors, hop, voilà. Alors, je fais cette élévation parce qu'on va vers l'ouverture, mais en fait, quand vous lisez, et je pense que je ne vais pas le lire en direct, mais vous pouvez retrouver le support, je pense, sur le site de l'IFI. En gros, la question, c'est du disciple au professeur, au moine professeur, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être le plus informé, le mieux à l'étude et à l'écoute du monde. Et tout le type de dialogue, on est un petit peu sur les dialogues de base, et le dialogue se termine comme ça. Si vous voulez, ne cherchez pas, ne l'étudiez pas et ne le nommez pas pour vous y retrouver, ouvrez-vous aussi largement que le ciel. C'est-à-dire que cette phrase-là me semble essentielle dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. C'est l'ouverture. L'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, l'ouverture au ciel. Si nous vivons avec les outils dont nous disposons repliés sur nous-mêmes, je pense qu'on va passer à côté de quelque chose et je pense qu'on va non pas être en mesure de comprendre l'autre, mais on va être en mesure de l'ignorer et de se couper de lui. Et à partir de là, les questions vont venir et vont se dérouler assez simplement. Alors l'ouverture, vous dites, c'est facile, on parle, ouais, on ouvre une porte. Alors c'est quelque chose qui est assez nouveau, ce qui n'est pas nouveau. Par exemple, en mathématiques, un ouvert, c'est un sous-ensemble d'un espace topologique qui ne contient pas sa frontière. Donc là aussi, en mathématiques, on définit cette notion d'ouverture. C'est-à-dire, si je ne contiens pas de limites qui définissent mon monde devient infini, devient énormément rempli d'opportunités, chargé de possibilités, ouvert vers toutes les innovations et toutes les imaginations qui seront les miennes et qui seront partagées avec les autres. Donc l'ouverture devient quelque chose qui me semble la base même de tous nos travaux, de toutes nos réflexions, de tout ce que l'on va faire aujourd'hui. Et à partir de là, quand on va regarder, les ouvertures elles vont se décliner sur un certain nombre de dimensions. La première dimension, ça va être la pédagogie. Alors évidemment, j'ai pris une image de pédagogie donc ouverte. Ou alors, dans les publics. Alors si vous êtes assez rapide, vous verrez, il y a un panda qui est caché parmi ces petits bonhommes-là. Donc les publics, c'est aussi une problématique d'ouverture. Comment accueillir des publics qui sont divers, qui sont massifs, qui viennent d'un peu partout. Les outils, nos outils aussi, quels outils nous souhaitons? Des outils qui deviennent des outils qui nous permettent de nous émanciper ou des outils qui nous interdisent de nous émanciper. Et enfin, la société. Souhaitons-nous une société qui nous enferme dans ses règles ou souhaitons-nous une société qui nous permette de nous épanouir, de nous élargir et de nous ouvrir à toute la diversité du monde? Et donc quand on redécline tout ça, eh ben, on va prendre un par un, et je ne vais pas être trop long dans l'affaire, pour la pédagogie. Eh bien, tentons le coup des pédagogies ouvertes. La pédagogie ouverte, elle est quelque chose qui nous permet à un moment donné d'aller plus loin. Ce n'est pas critiquer les modalités anciennes, c'est pas critiquer la problématique de l'amphi. La pédagogie ouverte, c'est se poser la question,
de quel est le public qui est en face de moi et comment je peux travailler pour que ce public devienne acteur de ses propres apprentissages. C'est-à-dire sortir de la motivation extrinsèque qui est si tu ne réussis pas, tu seras un exclu, mais plutôt se poser la question de comment t'aider toi à construire ce que tu es, à construire l'individu humain que tu souhaites devenir. Et donc travailler sur cette notion de transparence, de collaboration, de coopération est essentiel. Et là, j'ai un petit peu retravaillé un schéma qui circule beaucoup sur les réseaux, c'est la confiance. Quelle confiance entre moi, qui suis celui qui prend pour un temps l'enseignant, et vous qui êtes pour un temps les étudiants. D'accord ? Travailler sur cette notion-là. Alors on peut travailler, la décliner sous plein de façons. On peut parler de peerologie, donc la formation par les pairs, l'interaction avec les pairs. C'est-à-dire que la notion dans un monde distribué comme le nôtre ne définit plus le savoir comme la propriété d'un petit nombre, mais de définir le savoir comme la propriété d'un grand nombre. Et ce qui m'importe, c'est de savoir comment je peux l'échanger avec les autres. On peut parler aussi de tutorat. Alors là, c'est le petit neologisme que j'ai inventé, mais nous sommes tous connectés sur Twitter. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, et c'est comme ça que je fonctionne avec mes étudiants, interagir sur des problématiques pédagogiques en utilisant de manière informelle tous les outils qui sont entre nos mains. Et enfin, alors c'est pas exhaustif, mais de social learning, c'est-à-dire que faire que l'enseignement et les apprentissages deviennent des lieux d'épanouissement, de création de l'autonomie, de créativité, de collégialité, de générosité. C'est-à-dire que sortons de ces modèles où finalement nous sommes dans nos positions les uns aux autres et constituons enfin une communauté d'apprentissage. Je reprends un petit peu des termes trouvés dans la littérature. La deuxième dimension, ça va être les publics. Bon là, je ne vais pas être très long, mais c'est l'ouverture à tous les publics. Si nos dispositifs ne sont pas en mesure de prendre en compte cette diversité des uns et des autres, on sait qu'aujourd'hui, nous accueillons de plus en plus de publics qui sont différents. L'université n'est plus celle des années 60 ou des années 70, où finalement on avait un public très homogène, avec des caractéristiques très homogènes. Les temps ont changé. Donc nous devons faire face à la massification, aux différents types de parcours, à la diversité, à la multiplicité des cultures que l'on doit accepter en tant que richesse et non pas en tant que moyen de division. La troisième étape, le troisième niveau sont les outils. Alors on a parlé d'outils tout à l'heure. Et bien pour moi, les outils doivent être faits de telle façon qu'on abatte les murs. C'est-à-dire qu'on a trop souffert d'un certain nombre d'une vision, mais ça c'est un petit peu les problématiques toujours de l'évolution des différents. On a des différents dispositifs que l'homme s'adjoint. On passe forcément par les mêmes processus. On a un outil, ça devient le centre de nos attentions. Aujourd'hui, nous avons fait les pas qui nous permettent de sortir de cette logique-là. Nous avons atteint la maturité nécessaire pour abattre les murs entre les différents outils et remettre l'outil à sa place. L'outil à mon service, au service de l'homme et de son émancipation. Alors ça peut être déjà dans les logiciels. Alors j'ai pris une petite image de Wall of Garden, c'est-à-dire que tous les logiciels qui ont du mal à communiquer les uns avec les autres. Mais déjà dans les outils logiciels que nous utilisons, mais aussi dans les espaces que nous envisageons d'exploiter. C'est-à-dire que l'outil, l'espace, doit aussi être un outil au service des apprentissages. Doit être aussi un moyen de rapprocher les individus, de rapprocher les hommes, de rapprocher les uns qui sont là pour finalement définir un parcours professionnel, se définir une identité d'apprenant, et celui et celle qui deviennent ceux qui les guident. Et donc c'est des outils qui se mettent au service des interactions, au service des rapports, de la construction. Et l'environnement, en tant qu'outil, devient l'espace dans lequel nous rapprochons les uns les autres, de façon à produire quelque chose qui soit émancipateur et non pas enfermant. Et donc, là, je vous ai mis quelques exemples de configuration, mais imaginez des espaces où on va pouvoir finalement mettre au service l'espace, mettre l'espace au service des activités qui sont mises en œuvre. Et là, on a la possibilité d'abattre les murs. C'est plus s'enfermer dans une salle, c'est s'ouvrir au monde. Ce n'est plus se cantonner dans un rôle, c'est s'ouvrir en tant qu'acteur dans un dispositif pédagogique. Et à partir de là, on va parler de présence en ligne, on va parler de gestion des contenus, on va parler de réseaux sociaux, d'espace repensé, on va parler de pédagogie qui interagit avec l'espace, qui soutient la pédagogie, qui est instrumentée par la technologie, qui facilite. Vous voyez, on va pouvoir à un moment donné exploser un certain nombre de dimensions, exploser et abattre un certain nombre de murs qui nous empêchent de construire tout ça. Et en vue de quoi? En vue de renforcer cette notion de collaboration, en vue de renforcer la possibilité que j'aurai et que vous avez d'échanger avec votre voisin dans un certain nombre d'activités qu'on aura construit ensemble. Ça va être un point qui est essentiel, c'est de développer le bien-être à l'université.
C'est-à-dire que nous devons aussi, en tant qu'enseignants, mais aussi en tant qu'étudiants, mais aussi en tant que personnel non enseignant, nous sentir bien dans l'environnement qui est notre environnement de travail. Quand on regarde le temps que nous passe, ce serait quand même mieux qu'on y soit bien. Et donc en particulier pour les étudiants, si on refocalise sur ces aspects-là, un étudiant qui va pouvoir construire un parcours raisonné et qui lui ressemble, c'est avant tout un étudiant qui doit bien se sentir dans son environnement. Donc travaillons sur cette dimension-là. Et enfin, pourquoi pas se poser, aller plus loin, c'est réinventer les espaces et le rapport à l'espace d'apprentissage. Et pour moi, l'espace d'apprentissage, c'est le lieu dans lequel nous sommes, mais c'est aussi le lieu dans les lieux dans lesquels nous échangeons. C'est donc pas seulement des espaces physiques, mais c'est aussi des espaces numériques qui s'articulent, qui se complètent et qui permettent de jouer d'agir sur ces trois dimensions-là. Et à partir de là, finalement, nos espaces, nos dispositifs numériques et nos dispositifs pédagogiques n'ont pas vocation à rester enfermés dans ces murs. L'université, aujourd'hui, doit s'ouvrir à la société. La société est le milieu dans lequel nous évoluons. Si nous formons des étudiants qui sont déconnectés de la société, ça va être fini. Je vais finir. La société est donc la quatrième dimension d'ouverture, donc doit se rendre ouverte aux autres, choisir et soigner son irritation, et donc en vue de quoi d'appuyer sur l'humain, et non pas sur un humain qui serait augmenté, transhumain, etc. Et à partir de là, pour finir, pour moi l'ouverture c'est l'innovation. L'innovation ne peut se faire sans ouverture. Si je suis ouvert, je suis en mesure d'embrasser tout un tas de choses diverses et d'embrasser la diversité. Donc l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres cultures, l'ouverture comme distanciation nécessaire pour l'innovation, indispensable à l'innovation. Sans ouverture, on n'innovera pas. C'est-à-dire que si on ne pourra jamais avoir l'un sans l'autre. Et ceci nous amène à quoi? Nous amène à quoi? À poser la question de l'ouverture, parce que c'est elle qui va être le moteur de tout ce que nous allons faire et de tout ce que nous pouvons faire. Donc c'est déjà un changement d'anthrophonie, donc c'est un terme qui est un peu philosophique, mais c'est la perception du monde dans lequel nous regardons tout ça. C'est un renouvellement des pratiques pédagogiques pour aller vers des choses qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que je vous ai mis un ruban bleu et plus, c'est-à-dire que je suis enseignant pour un temps, mais je peux devenir étudiant, mes étudiants qui deviennent mes enseignants. C'est-à-dire accepter dans la pratique et dans les activités que nous faisons, de changer et de re-questionner les rôles de chacun. Donc, donner cette possibilité de remettre tout individu au centre et non pas toujours le même. Donc, c'est une ouverture qui, pour moi, est vecteur de mutation pédagogique et c'est une ouverture qui va nous permettre de construire la société de demain. C'est construire finalement, on est dans l'action, dans le rêve mêlé pour aller et construire et envisager un monde qui sera le monde de demain. Et puis, on sera prêt pour de nouvelles explorations, puis finalement construire un nouveau monde, enfin, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Je vous remercie, donc je vais finir un petit peu rapidement, et je vous remercie de m'avoir écouté.